la société guinéenne d'une cinquième colonne, prête à créer les conditions subjectives et objectives de la réussite d'une telle entreprise foncièrement antinationale et antipopulaire. Il est donc clair que toutes les puissances appartenant au camp international de l'impérialisme, ainsi que les groupes de colonialistes ou de capitalistes qui leur restent solidaires dans les activités subversives contre le progrès africain, ont utilisé leurs ramifications particulières dans la société guinéenne en invitant leurs adeptes, leur clientèle, à se livrer à des activités pouvant émousser au préalable la confiance du peuple guinéen dans son régime, dans ses responsables, saboter la réalisation des objectifs de bonheur retenus par le gouvernement et apporter au moment opportun leur appui à la phase active que représente l'agression elle-même. C'est dans le cadre de ces préparatifs que des camps de formation de mercenaires ont été créés tout autour de la Guinée, et particulièrement dans la zone de la Guinée-Bissau, encore occupée par l'ennemi. C'est dans le cadre de ces mêmes préparatifs que les mercenaires de la plume et les mercenaires des radios devaient, par leurs informations mensongères, s'employer à créer le doute dans l'opinion internationale sur le régime guinéen. C'est dans le cadre de ces mêmes préparatifs qu'une vaste campagne fut savamment orchestrée pour convaincre l'opinion internationale de la fuite de plus d'un demi-million de Guinéens vers l'extérieur, alors que la réalité demeure tout à fait le contraire. C'est-à-dire le retour au pays de plus de 200 000 Guinéens depuis notre accession à l'indépendance nationale. C'est dans le cadre des mêmes préparatifs qu'une certaine presse, toujours sous l'effet de la corruption et de l'intention malveillante, s'évertuait à présenter la Guinée comme le pays de la misère. Misère qui aurait engendré le choléra, alors que dans plus de 8 pays africains, le choléra avait sévi des mois et des mois avant toute manifestation de son existence à Conakry, où il a été jugulé en un minimum de temps grâce aux structures dynamiques et à l'action vigoureuse des institutions sanitaires guinéennes. Tout comme si la presse impérialiste ne voulait pas présenter la Guinée comme le créateur du choléra. Dans le cadre des mêmes préparatifs, l'impérialisme faisait dire et écrire cyniquement par des journalistes inspecteurs à son service que rien ne va en Guinée, que le peuple est mécontent de son régime et qu'il n'attend que des libérateurs pour pouvoir respirer l'air de la liberté et jouir de sa dignité. Nous ne pouvons d'ailleurs citer toutes les manifestations d'hostilité, de dénigrement systématique, de mensonges grossiers qui ont été utilisés par une clique de mercenaires en vue de saper l'influence morale et le prestige politique de la révolution guinéenne dans le monde. Mais nous pouvons affirmer qu'en juillet et août 1970, une situation réactionnaire et même une tension contre-révolutionnaire avait été créée par certains cadres administratifs dans le but, c'est aujourd'hui très clair, de favoriser le succès de l'agression. Heureusement que le PDG veille sur la santé politique et morale du peuple. Et que le peuple guinéen fait une confiance absolue à son régime et à ses dirigeants. C'est ainsi
que la riposte de la révolution ne s'est pas fait attendre et que les traîtres qui étaient à la base de ces mécontentements avaient été dénoncés sans pitié et connus du peuple comme étant ses ennemis irréductibles de classe. Comme nous l'avons dit devant l'Assemblée nationale en août et septembre dernier, rien de ce qui est antidémocratique, antipopulaire ne saurait se réclamer de la révolution. La 5e colonne intérieure, mise en mouvement par ses maîtres, travaillait donc à la recolonisation de notre pays, à la liquidation de son régime révolutionnaire et à l'avènement du néocolonialisme, avec ce que ce système comporte d'indignité, de disqualification, d'irresponsabilité et de malheur pour les classes laborieuses d'un pays. La 5e colonne n'existe pas seulement qu'en Guinée. Elle est organisée aussi dans les autres États africains et jusqu'au niveau des cercles dirigeants des pays soumis au régime néocolonialiste, c'est-à-dire jusqu'au niveau des gouvernements. En effet, tous les cadres africains qui se sont enlisés dans la boue de la trahison anti-africaine, en se faisant les dociles instruments du néocolonialisme en Afrique, sont saisis d'inquiétude et même pris de panique devant les progrès vertigineux réalisés par et pour le peuple guinéen. Ces individus tarés, ces renégats, ces traîtres à la patrie africaine voient dans le succès de la voie socialiste en Guinée leur propre condamnation et en même temps l'avènement d'une force sur laquelle pourrait s'appuyer leur peuple trompé, mais cependant décidé à continuer la lutte contre la bourgeoisie nationale et ses maîtres impérialistes. Les forces réactionnaires africaines, la bourgeoisie guinéenne, toutes soumises à partir des intérêts de classe aux puissances impérialistes, ont donc été toutes utilisées contre la révolution guinéenne, dont ils espéraient que la chute mettrait à l'abri leur sécurité politique et la pérennité de leurs privilèges illégaux et abusifs. Nous ne devons pas nous étonner que des missions diplomatiques des pays impérialistes, que des agents de leur assistance technique, que des industriels et commerçants étrangers aient activement été utilisés dans cette œuvre anti-guinéenne. Mais notre étonnement, c'est de voir des citoyens guinéens qui ont vécu les temps féodal et colonial, qui ont supporté la discrimination raciale, l'humiliation, l'indignité, l'irresponsabilité de la part du colonialisme, devenir à l'heure de l'indépendance africaine des instruments serviles et dociles de recolonisation de leur pays. Être en intelligence avec l'impérialisme, après avoir connu et vécu l'opprobre de la domination coloniale. L'attitude indigne de ces éléments tarés relève d'une affligeante déshumanisation en même temps que d'une haine inqualifiable à l'égard du peuple. À cette malheureuse constatation s'ajoute, non moins grande, l'indignation de voir que le mercenariat devient une nouvelle fonction dévolue à des Africains contre tout progrès de leur propre patrie. Le mercenariat est la honte de l'Afrique contemporaine, en même temps que la colonisation directe
et indirecte, il doit définitivement disparaître. Et pour ce faire, l'Afrique doit user sans plus hésiter de la violence révolutionnaire, utiliser la force de son unité afin de détruire tous les groupes sociaux et tous les systèmes de vie opposés à sa liberté, à son unité et à son progrès historique. La tactique de l'agression. La date du 22 novembre choisie pour perpétrer l'agression à Conakry est bien la date du 80e anniversaire que le destin empêcha le général de Gaulle de fêter. Nous avons du vivant et lors des funérailles de ce grand Français rendu hommage à son patriotisme sincère, à son courageux nationalisme. Et voilà que certains de ses compagnons nous reprochent à nous notre volonté d'indépendance et de dignité. Cette coïncidence devait-elle nous rappeler le 25 août, l'affrontement avec le général de Gaulle à Conakry, en 1958. Et le 28 septembre 1958, l'attitude courageuse du peuple guinéen relevant le défi au nom de la patrie africaine face au néocolonialisme naissant. Deux dates qui marquèrent de façon évidente l'opposition du peuple guinéen à toute mystification et à toute entreprise de type néocolonialiste. Ce qui nous amène à croire à cette interprétation du choix de la date de l'agression contre notre pays, c'est que des centaines de militaires guinéens qui ont, contre l'opposition de notre peuple, préféré le mercenariat en restant au service de l'armée coloniale française, utilisée à l'époque en Algérie, contre la lutte libératrice du peuple frère de ce pays, ont été organisés sous la bannière du colonialisme portugais pour participer cyniquement à l'attaque meurtrière contre leur propre patrie et le peuple laborieux qui les a engendrés. Nous ne savons à quel prix. Oui, des anciens militaires guinéens qui ont renoncé à leur nationalité guinéenne pour se rebaptiser français et qui, de surcroît, résident en France et au Sénégal, ont servi effectivement au recrutement et à l'entraînement militaire de mercenaires auxquels ils se sont joints sous le commandement des Portugais pour commettre le crime inqualifiable que constitue en ce reste du XXe siècle la guerre de reconquête coloniale par la méthode de la canonnière contre un État indépendant et souverain. Le choix de cette date présentée, du point de vue météorologique, un intérêt tactique évident. C'est en effet le temps de la brume opaque, réduisant la visibilité en cette période du dernier quartier lunaire. Ajoutons à ce facteur celui également considéré par les agresseurs comme propice à leur forfait, de l'état de fatigue consécutif au mois de carême dans un pays dont 90% des habitants adultes sont des musulmans observant le jeûne. La période choisie présentait pour les agresseurs un autre intérêt. En effet, en novembre, les militants en uniforme de l'armée populaire guinéenne, contrairement à l'improductivité des troupes coloniales et mercenaires, sont activement occupés dans les diverses unités de production créées et gérées par notre armée, notamment dans les travaux de génie civil et d'agriculture où sont efficacement utilisés la plupart des militaires guinéens. Voici quelques éléments de cette tactique dont les envahisseurs espéraient tirer de gros avantages. Petit A, la surprise. B, le maquillage des mercenaires européens en nègres bon teint. C, l'habillement des mercenaires en uniforme de l'armée populaire guinéenne en vue de créer la confusion.
Dès le débarquement simultané de divers groupes d'incursionnistes fortement armés en divers endroits des côtes de la presqu'île de Conakry. Et l'occupation prioritaire de la centrale électrique et la coupure du courant pour plonger la ville dans l'obscurité totale. F. L'installation des mercenaires à leur point d'attaque avant le commencement des tirs d'artillerie à partir des bateaux croisant dans nos eaux territoriales. H. L'ouverture de nouveaux fronts de combat au nord du pays, quelques jours après l'attaque de Conakry, ce qui aurait, pensé l'élément, motivé l'envoi de nos bataillons de l'intérieur en renfort sur la capitale, facilitant ainsi l'entrée et l'occupation du pays à partir des frontières de Gawal et de Koundara par les troupes portugaises, appuyées et fortement renforcées par d'autres éléments des troupes coloniales régulièrement baptisées en la circonstance de troupes d'action militaire guinéens en exil. Réaction à l'agression. Sur le plan national, la population de Conakry a fait montre d'un extraordinaire sang-froid et de courage. Aussitôt connu l'attentat perpétré par les forces impérialo-colonialistes contre la capitale guinéenne, la population mobilisée dans un éclair de conscience patriotique, doublé d'une profonde indignation, s'armant de fusils, de coupe-coupe, de sabres, de flèches empoisonnées, voire de pilons ou de tout autre moyen de défense pour se joindre aux forces de l'armée populaire guinéenne, de la gendarmerie, de la police, de la sécurité